parole à Madame Bouchra Brad, professeur Bouchra Brad, pour nous parler des candidoses cutanémiceuses chroniques. Voilà, merci beaucoup, merci professeur. Je suis particulièrement ravie de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je suis très heureuse de revoir mes maîtres et surtout de rencontrer les jeunes doctorants, les moins jeunes doctorants et les anciens doctorants et de voir que la famille Lycia grandit de jour en jour. Alors, merci pour cette opportunité de présenter donc les principaux résultats de ce travail scientifique qui porte sur la prédisposition génétique aux infections fongiques, particulièrement aux candidats albicans. Alors, j'ai mis mes diapos en anglais. I hope it's okay, comme ça. Voilà, donc la candidose cutanéomycose chronique, par définition, est une infection chronique récidivante, récurrente, d'accord, suite au gène candida, principalement le candida albicans, qui peut toucher donc la peau et les muqueuses. Donc, il peut être associé à d'autres infections bactériennes ou virales et même à des maladies auto-immunes. Donc, la cytokine clé dans la défense anti-candida, c'est le déficit en cytokine de l'interleukine 17. Donc, la CCMC peut être syndromique, comme vous le savez, peut être associée jusqu'à 80% à d'autres déficits immunitaires primitifs que vous connaissez très bien, notamment le syndrome d'hyper-IgE et le syndrome AP7. Mais il faut savoir également que la CCMC peut être isolée. À ce moment-là, on parle de CCMC maladie ou isolated. Donc, ces dernières décennies, il y a eu plusieurs publications dans ce sens-là. Donc, actuellement, la principale cause génétique retrouvée, c'est le gain de fonction du gène STAT1. Donc, à titre de rappel, d'ailleurs, j'ai partagé avec vous cet article mis au point ces derniers jours. Donc, le gène STAT1, c'est en fait un facteur de transcription qui participe à la transcription de tous les gènes qui sont impliqués dans la défense antimicrobienne, notamment antifongique. Donc, lorsqu'il est exprimé par excès, il y aura plusieurs conséquences, une cascade de conséquences qui aura pour effet une baisse de production d'interleukine 17 et donc ça va s'apparaître cliniquement par des infections fongiques. Donc, comme j'ai dit, la CCMC peut faire partie tout un tableau clinique comme elle peut être isolée. Ce qu'on a constaté dans notre mise au point, c'est qu'il n'y a pas vraiment de travaux maghrébins, africains, qui se sont intéressés à la CCMC isolée. D'où, devant cette absence dans la littérature, on s'est intéressé, on s'est posé cette question et on a voulu étudier, analyser dans tous les sens concernant le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, immunologique et même génétique, tous les patients qui présentent un tableau clinique de CCMC. Alors, ce qu'on a fait dans ce sens-là, c'est une étude prospective qui a démarré en 2016. Donc, je fais partie des premières, je pense, de la première promotion de l'ICIA. Voilà, donc je survis toujours. Donc, on a recruté nos patients entre deux services, donc le service auquel j'appartiens, la dermatologie, et le service d'immunologie clinique de pédiatrie. Donc, on a travaillé en jumelage avec le laboratoire l'ICIA et l'INSERM. Alors, on avait eu cette approche clinique. La première étape était de recruter les patients. Donc, on a fait un interrogatoire détaillé pour chaque patient. Donc, on a il fallait éliminer tout ce qui pouvait expliquer une infection fongique, par exemple une prise médicamenteuse. Comme vous savez, les corticothérapies, il est immunosuppresseur, donc ça élimine automatiquement. Donc, le tableau clinique devait être évocateur. Donc, il fallait que l'infection soit, comme nous on l'appelle, inhabituelle, soit par sa sévérité, par sa chronicité, par sa résistance thérapeutique. Bien sûr, il faut qu'il y ait une histoire familiale associée. Donc, deuxième étape, c'était d'éliminer ou de cribler les patients. Il fallait éliminer les déficits immunitaires connus, par exemple un diabète, l'HIV, etc. Par la suite, on a poussé les investigations vers des explorations immunologiques, notamment pour éliminer les déficits immunitaires primitifs, notamment le dosage pondéral des immunoglobulines, le taux des populations des populations sous lymphocytes, les populations sous lymphocytaires. Alors, après avoir criblé et éliminé tous les déficits immunitaires connus, c'est là qu'on s'avance vers la génétique. Là, on a adopté une attitude ciblée, on a directement ciblé le stade 1 et par la suite, on pousse vers le Whole Genome Screening Approach. Donc, on a utilisé ces deux critères pour évaluer la pathogénicité du gène, donc ACMG et AMP, qui classent les variants selon leur pathogénicité de bénin jusqu'à pathogénique. Résultat des courses, donc on a pu confirmer durant cette période 12 patients qui étaient porteurs d'un gain de fonction de ce gène STAT1. Donc il n'y avait pas de prédominance particulière de sexe. Donc l'âge moyen chez les enfants était de 10 ans. Je parle de l'âge de diagnostic et non pas de l'âge de début des lésions. Voilà. Et chez l'adulte, l'âge moyen était de 38 ans.
on avait retrouvé une cosanguinité chez 41% des patients. Alors, cliniquement, alors, comme vous savez, le candida, ça profite de la muqueuse oropharyngée. Donc, les principales localisations fongiques étaient buccales, mais également cutanées et inguinales. Mais il y avait des tableaux cliniques un peu frustres, notamment ce patient qui était révélé par une méningite cryptococcique. Alors, ce patient présentait une candidose cutanée, mais qui était tellement minime et banale, banalisée par le patient et par les médecins, qui n'a jamais été en fait, la question ne s'est jamais posée de faire des explorations. C'est vraiment le tableau bruyant de méningite qui a fait révéler le diagnostic. Donc, c'est un cas partagé avec les infectiologues. Donc, alors, qui dit CCM dit autre infection associée. Donc, le principal type de candida retrouvé était le candida albicans. Mais on avait retrouvé, excusez-moi, également 5 patients qui avaient des staphylococcus aureus, donc ce type de folliculite. On avait retrouvé 5 patients avec des infections mycobactériennes associées, 2 patients avec des parasitoses, notamment le Demodex, et 2 patients porteurs d'infections virales à type d'herpès simplex virus. Alors, on a retrouvé également un autre spectre clinique, notamment les maladies auto-immunes. Vous savez, le stade 1, lorsqu'il est perturbé, il peut dérégler le système immunitaire dans sa globalité. On a retrouvé un patient avec la maladie cœliaque, avec les anticorps antitransglutaminases positives, une pelade chez 3 patientes, un phénomène de Raynaud et une ostéoporose chez un patient. Les principales complications retrouvées étaient un carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure chez un patient qui avait justement une candidose buccale chronique à l'âge adulte, un retard staturopendéral chez 4 enfants et une sténose œsophagienne. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur les principaux cas qui ont été publiés et qui ont été spéciaux par leur clinique, on va dire. L'histoire de cet enfant de 5 ans, donc qui vient avec une histoire qui traîne depuis l'âge de 8 mois. Voilà, de candidose buccale à répétition, dont vous connaissez tous cet aspect blanchâtre, d'accord, du muguet buccal, et qui présente également dans son historique une adénite, suite au vaccin, à la tuberculose, une BCG osis, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, une BCG osis, voilà, une adénite. Donc, il présente également une gingivo-stomatite herpétique à répétition. Et comme vous voyez ici, cet aspect particulier, c'est cet aspect de folliculite et de blépharite et ces multiples chalazions, ce qu'on appelle une forme rare de rosacée chez l'enfant. Alors, la rosacée, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une dermatose faciale inflammatoire de la femme adulte qui est très inhabituelle chez l'enfant. Et dont le Demodex joue un rôle dans la physiopathologie. Donc là, lorsqu'on l'a vu chez cet enfant, ça nous a un petit peu inquiété et ça nous a poussé à faire les investigations. Et effectivement, on a retrouvé chez lui donc une mutation hétérozygote du gène STAT1. Alors, comme on a traité cet enfant donc, par des antifongiques au long cours, il a même développé une résistance au fluconazole et on a switché vers le voriconazole plus immunoglobuline. Il va très bien, on le suit toujours avec professeur Hélène. Alors, l'histoire de cet enfant donc, qui est âgé de 12 ans, mais également qui traîne depuis l'enfance. Donc, c'est ce qui est particulier dans la CCMC du stade 1. En général, c'est des candidoses qui n'attirent jamais l'attention du praticien ni du malade. Et en général, ils font le diagnostic vraiment 10 ans, 15 ans, même jusqu'à l'âge adulte. Donc, elle présente, comme vous voyez, cette coloration jaunâtre et blanchâtre, c'est typique, c'est la mycose inguinale, le muguet buccal et encore ce tableau de Demodex chez l'enfant qui nous a tiqué et qui nous a poussé à faire les explorations nécessaires et chez qui on a retrouvé également une mutation hétérozygote du gène STAT1. Alors, ce patient, le dernier patient, c'est un tableau particulier, c'est un adulte de 30 ans, donc qui consulte donc, pour cette gingivostomatite vraiment très sévère qui a fait le tour du Maroc pour essayer de trouver une explication et il est tombé entre les mains du professeur Bousfeha. Donc voilà, quand on fait l'interrogatoire, il traîne depuis toute son enfance une histoire de candidose chronique, de folliculite, de tuberculose hépatique et de gingivostomatite à répétition et une candidose buccale. Donc, durant 30 ans de sa vie, il n'y a personne qui s'est posé la question, mais heureusement qu'il est tombé entre les bonnes mains. Donc, on a fait l'enquête et effectivement, il a développé, il portait très rapidement, on a pu faire le diagnostic, c'était bel et bien une mutation hétérozygote du gène STAT1. Donc, c'est un patient qu'on a traité donc par antifongique, par antiviral, par la totale. Et je le suis toujours, il va beaucoup mieux, mais il fait toujours donc des poussées et des rémissions. Alors, je passe maintenant à un autre volet. Donc, durant notre étude, on a eu l'occasion également de diagnostiquer 3 patientes qui sont cette fois porteurs d'une mutation directe de l'interleukine 17-RA. Donc, on a trouvé 3 patients, dont 2 sœurs, qui avaient ce tableau clinique très particulier. Donc, les 3 patients présentaient un historique de candidose minime, voilà, banalisé par le patient, même histoire, une folliculite du cuir chevelu qui évolue vers l'alopécie cicatricielle et cet aspect très particulier de blévarite.
vraiment qui est, on dirait, une signature de l'interleukine 17-RA chez l'adulte. Donc, chez ces 3 patientes, on a pu mettre en évidence une mutation homozygote de l'interleukine 17-RA. Donc, au total, voici le profil génétique de nos patients. On a pu avoir donc 12 patients porteurs de mutations hétérozygotes du gène STAT1 et 3 patientes présentant un déficit donc homozygote de l'interleukine 17-RA. Donc, voilà, donc selon la CMJ-AMP, je remercie pour cette occasion, je ne sais pas, Abdelrahman, c'est lui qui m'a aidé à faire les calculs du cas de Fred. Donc, la majorité était pathogénique, donc fortement liée au phénotype clinique. Pour le gène, les mutations du gène STAT1, donc ça c'est le gène STAT1, je vous le présente, la majorité était retrouvée sur cette partie col et de col et c'est décrit dans la littérature également. Alors, comment on a traité les patients? Parce qu'il ne suffit pas de les diagnostiquer, il faut les suivre. Donc, ça, il faut travailler en famille, entre le clinicien, le généticien, l'immunologiste et le médecin traitant. Donc, heureusement qu'on a, alors, juste à 10 minutes, j'ai le temps. Donc, le fluconazole, qui est l'antifongique de première intention dans ces situations-là, il est toléré, il a un prix assez abordable. On a traité ces patients de 2 manières, soit de façon intermittente, c'est-à-dire on donne des fortes doses et puis on fait des fenêtres thérapeutiques, soit donc on donne des petites doses au long cours, donc de 50 à 150 mg selon la tolérance du patient. Donc dans notre étude, on n'a pas eu d'effet indésirable, on n'a pas eu de cytolyse hépatique. Pour les patients qui présentaient des folliculites à staphylococcique, on a ajouté donc du cotrimoxazole, donc selon la tolérance du patient 2 à 3 fois par semaine au long cours. Pour les patients qui présentaient donc une infection herpétique, c'était du valacyclovir, donc 500 par jour au long cours, donc ouverte. Les patients qui présentaient la démodécidose, on a mis du métronidazole sur les lésions, le topique qui a très bien marché. Et un seul patient a reçu des immunoglobulines. Alors, en cours de route, on a perdu 2 patients, dont un patient qui décédait d'effets indésirables de médicaments. Donc, il a fait une toxidermie à la pénicilline. Donc, plus de la moitié sont stables sous traitement prophylactique. Donc, dès qu'on fait une fenêtre, en général, ça reprend. Donc, c'est des patients qu'il ne faut pas lâcher, en fait, qu'on suit vraiment à vie, chaque 3 et 6 mois. Bien sûr, la prise en charge, elle est globale, elle est médicale et psychologique également. Alors, rapidement, une petite discussion. Ce travail est bel et bien la première étude africaine et nord-africaine qui sera bientôt publiée, qui rapporte donc des tableaux cliniques variés de cette mutation de gain de fonction. Donc, dans le monde, ils sont à peu près 500 qui ont été publiés jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on lit ces publications, c'est qu'on ne précise pas l'ethnie de ces patients. En général, ils sont d'origine hispanique ou bien maghrébine. Voilà pourquoi je trouve que dans notre contexte, ils sont sous-diagnostiqués. Il faut encore sensibiliser les praticiens et pousser les chercheurs à tester encore plus de patients pour avoir une véritable représentativité de cette maladie. Donc, c'est une maladie qui survient à n'importe quel âge. Donc, ce n'est pas une maladie de l'enfant, on peut l'avoir également chez l'adulte. Et comme vous l'avez constaté, la candidose peut être minime. Donc, là, je souligne sur ça. Donc, ça peut être une candidose qui traîne depuis des années et qui est banalisée par le patient et par le malade, par le praticien. Donc, d'où l'intérêt de sensibiliser. Une infection qui résiste, qui récidive tout le temps n'est pas normal. Voilà. Et pourquoi j'insiste sur le diagnostic précoce? Justement pour éviter les complications à type de carcinome épidermoïde, d'anévrisme, etc. Concernant l'interleukine 17-RA, le deficiency, donc le premier cas publié était justement marocain, qui rapporte exactement le même tableau clinique. Donc c'est une candidose banale associée à des folliculites. Par la suite, il y a eu quelques 20 cas qui ont été publiés. Actuellement, nous allons ajouter nos 3 cas, nos 3 adultes qui ont ce phénotype très particulier qu'on a décrit, qui est celui de la folliculite, qui évolue vers la cicatrice, vers l'alopécie cicatricielle, ainsi que cette blépharite très spécifique. Voilà, pour conclure, donc, toute infection inhabituelle doit faire suspecter donc, une susceptibilité génétique, quel que soit le type d'infection. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur la candidose, que ce soit bactérienne, virale. Donc, une infection qui résiste, qui est chronique, qui est trop sévère, doit faire suspecter une susceptibilité. Donc, il faut qu'on travaille tous ensemble à sensibiliser les praticiens, notamment les médecins généralistes qui voient ça, qui traitent ça tous les jours, mais ce n'est pas normal qu'une infection résiste. Normalement, le candidat est très sensible au fluconazole. Un traitement bien conduit devrait normalement faire disparaître ce tableau clinique. Dans notre contexte, selon cette étude, la mutation gain de fonction STAT1 est la première cause de CCMC, suivie par les mutations de l'interleukine 17-RA, mais il faut développer encore ce travail-là. Je considère que c'est un travail préliminaire et trop petit
J'espère qu'il y aura un doctorant qui voudra bien prendre le relais avec moi, voilà, pour découvrir encore plus de choses. Et enfin, j'insiste sur la prise en charge multidisciplinaire. C'est des patients qui souffrent. D'accord, donc c'est une prise en charge globale qui démarre bien sûr chez du mycologiste, l'immunologiste, le généticien, le clinicien et le psychiatre. Donc notre rôle, c'est d'accompagner le patient du diagnostic à la guérison. Je tiens à remercier toutes ces institutions qui ont permis voilà, à ce travail de voir le jour. Je tiens à remercier particulièrement donc, mes encadrants, professeur Elal, qui était mon encadrante, professeur Wasfiha, bien sûr, et bien sûr, professeur Tahri, au laboratoire où j'ai pu faire mon stage d'initiation au laboratoire. Et je voudrais remercier particulièrement les doctorants de ma promotion, donc Abdelrahman, Manal, Khawla. Elles m'ont toutes franchement aidé. On a travaillé ensemble entre fondamentalistes et cliniciens. On a formé une belle équipe, on s'est entraidés pour justement soutenir de très beaux travaux. Je vous remercie.